Ils pensaient avoir orchestré la trahison parfaite. Ils avaient seulement oublié un détail. C'est moi qui avais dessiné les plans de notre empire, et c'est donc moi qui allais dessiner ceux de leur chute. Cette histoire vous intrigue? Dites-moi d'où vous la suivez dans les commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de la suite. Mon univers était une symphonie parfaitement composée, une mélodie de 30 ans jouée sans une seule fausse note. À 58 ans, j'y étais Hélène Beaumont, la directrice générale et l'architecte silencieuse du château Beaumont, ce joyau du Médoc que j'avais façonné à partir d'un simple vignoble familial. Chaque matin, depuis la terrasse de notre demeure, je contemplais les rangs de vignes s'étendant à perte de vue, des lignes parfaites qui me rappelaient la structure et la discipline que j'avais insufflées dans notre succès. Mon mari, Julien, en était le visage, le charismatique ambassadeur qui charmait le monde avec nos grands crus. Je me voyais comme la fondation, et lui comme la façade magnifique. Notre partenariat, croyais-je, était aussi solide et profond que les racines de nos plus vieilles vignes. Un chef-d'œuvre de confiance mutuelle et d'amour inébranlable. Je ne vivais pas simplement une réussite. Je vivais dans la certitude absolue que j'avais tout construit sur un roc impénétrable. La confiance aveugle est une douce chaleur avant de devenir une brûlure mortelle. Je me souviens encore de son retour de Shanghai. Il y a quelques semaines, il avait franchi la porte, le sourire fatigué mais les yeux brillants, me tendant un magnifique bracelet de jade. « Pour la reine de mon château » avait-il murmuré, ces mots effaçant instantanément la solitude de son absence. Le lendemain, lors de notre réunion hebdomadaire, Olivier Durand, notre directeur financier et son soi-disant meilleur ami, m'avait présenté des rapports impeccables, louant ma prudence visionnaire pour avoir refusé un investissement qu'il jugeait risqué. Il protégeait mes arrières, pensais-je, un rempart de loyauté. Julien, à ses côtés, acquiesçait avec une fierté affectueuse, me couvrant d'un regard qui semblait dire « Regardez la femme brillante que j'ai épousée ». Il formait autour de moi une forteresse de dévotion, me protégeant du monde extérieur. En réalité, il ne faisait que m'enfermer dans une prison dorée, dont les barreaux étaient faits de leurs mensonges. Le retour de Julien de Shanghai avait suivi le scénario habituel, une chorégraphie de retrouvailles que nous maîtrisions à la perfection après 3 décennies. Le déballage de sa valise était mon rituel, une façon de le réancrer dans notre vie commune, de mêler à nouveau son odeur de voyage à l'air de notre maison. C'est en défaisant la doublure d'une poche intérieure, un geste machinal pour vérifier qu'il n'avait rien oublié, que mes doigts ont heurté un petit objet dur et rectangulaire. Une clé USB, anodine, sans logo. J'ai souri, pensant à une présentation oubliée, à un dossier de travail qu'il chercherait frénétiquement le lendemain matin. Je me voyais déjà le taquiner sur sa distraction. Était une pensée si simple, si banale, la dernière pensée innocente que j'aurais jamais. Cet instant, suspendu dans la quiétude de notre chambre, était la ligne de faille silencieuse sur le point de déchirer mon monde en deux, et je n'en avais pas la moindre conscience. Dans le silence de mon bureau, la lueur de l'écran d'ordinateur jetait des ombres dansantes sur les murs. La clé USB, une fois insérée, n'a révélé qu'un seul dossier, protégé par un mot de passe. Une barrière numérique qui a immédiatement transformé ma curiosité bienveillante en un malaise glacial. Pourquoi verrouiller une simple présentation? Une intuition, sombre et reptilienne, a rampé le long de mon échine. J'ai d'abord essayé des mots de passe évidents, nos anniversaires, le nom du domaine, sans succès. Puis, une pensée sacrilège m'a traversé l'esprit, une profanation de notre souvenir le plus sacré. Avec des doigts tremblants, j'ai tapé la date de naissance de l'enfant que nous avions perdu, un code secret de notre chagrin partagé, une clé qui ne devait ouvrir que la porte de notre deuil commun. L'icône du cadenas a disparu. Le dossier s'est ouvert. Et avec lui, un abîme s'est ouvert sous mes pieds, m'aspirant dans une obscurité que je n'aurais jamais pu imaginer. Ce n'était pas des graphiques de vente, ni des stratégies de marché qui remplissaient l'écran, mais des fragments d'une vie qui n'était pas la mienne. Des dizaines de courtes vidéos, des miniatures affichant des scènes d'une joie domestique insupportable. Un petit garçon soufflant sa première bougie, le visage barbouillé de gâteau, avec le rire de Julien en fond sonore. Les premiers pas hésitants de cet enfant dans un jardin ensoleillé, encouragé par une femme que je ne connaissais pas. Un match de football,
où Julien, mon Julien, criait de fierté sur la touche. Une remise de diplôme, où il posait son bras autour des épaules d'un adolescent qui avait ses yeux, son sourire. À côté de lui, cette femme, Chloé, le regardait avec une intimité qui m'a volé le souffle. Chaque fichier était un poignard, me montrant non pas une simple liaison, mais une famille entière, un univers parallèle bâti sur le mensonge de mes 30 dernières années. Mon cœur ne s'est pas brisé, il s'est vitrifié, devenant une chose dure et froide dans ma poitrine. La nausée menaçait de me submerger. Mon premier réflexe fut de tout effacer, de refermer cette boîte de Pandore numérique comme si cela pouvait annuler la réalité. Mes mains tremblaient sur la souris, mes yeux brouillés par des larmes de rage qui refusèrent de couler. Alors que je déplaçais le curseur pour fermer la fenêtre, mon regard, affûté par des années de recherche du détail qui cloche, s'est accroché à un nom de fichier incongru. Au milieu des « anniversaires Mathieu Poignant » et « Vacances Neige 2015 », un titre se détachait par sa nature clinique et professionnelle. Projet, cuvée, fictive, MP4. Le mot « et fictive » a résonné dans mon esprit comme une alarme incendie. La trahison personnelle était une chose, une blessure profonde à l'âme. Mais ce fichier suggérait autre chose, une tromperie plus vaste, plus calculée, qui s'étendait au-delà de notre lit et de notre histoire, pour s'attaquer aux fondations mêmes de l'empire que j'avais bâti. La douleur s'est muée en une question glaciale. Qu'est-ce que la cuvée fictive? Avant que je puisse cliquer, un bruit m'a fait sursauter. Le son des pas de Julien dans le couloir, se rapprochant de mon bureau. La panique, pure et animale, a pris le dessus. D'un geste sec, j'ai arraché la clé USB du port, le métal encore tiède dans ma paume glacée. Je l'ai glissé dans la poche de mon peignoir, juste au moment où la poignée de la porte s'abaissait. Il est entré, un sourire fatigué sur les lèvres, me demandant pourquoi j'y étais encore debout. J'ai réussi à produire un son qui ressemblait à un sourire, à lui dire que je n'arrivais pas à dormir. Mon cœur battait une cadence si violente que j'y étais sûre qu'il pouvait l'entendre. Mais il n'a rien vu. Dans ses yeux, je n'étais que sa femme, Hélène, la gardienne prévisible de notre foyer. Il ne voyait pas la femme dont le monde venait d'être anéanti, ni la stratège qui, dans le chaos de sa douleur, venait de trouver le premier fil de la tapisserie de sa destruction. La clé USB dans ma poche N était plus une preuve de sa trahison. C était devenue une arme. Mon premier instinct fut celui de la bête blessée. Hurler jusqu'à faire trembler les fondations de ce château bâti sur des mensonges. Briser chaque bouteille de grand cru qui portait notre nom. Le réveiller pour lui jeter au visage les images de sa vie secrète. La douleur était un acide qui me rongeait de l'intérieur. Une envie de destruction totale, immédiate. Mais alors que mes doigts se crispaient sur la petite clé USB, le métal froid contre ma peau brûlante, une autre voix a pris le dessus. Pas celle de « elle épouse trahie », mais celle de la stratège qui avait négocié des contrats de plusieurs millions d'euros sur un simple pressentiment. Une confrontation? C était leur donner l'avantage. C était lui permettre de nier, de manipuler, de se poser en victime. C était jouer selon ses règles, sur un terrain qu'il avait lui-même miné. Non, la rage est une tempête bruyante, mais la vengeance est un courant sous-marin, silencieux et implacable. Et je venais de décider de devenir l'océan. Dans leur arrogance, ils avaient commis une erreur fatale. Ils m'avaient sous-estimé. Pendant 30 ans, Julien m'avait vu comme le pilier solide, la femme intelligente mais prévisible qui gérait les coulisses pour qu'il puisse briller sous les projecteurs. Olivier, lui, me voyait comme une patronne exigeante mais déconnectée des basses manœuvres financières qu'il orchestrait dans l'ombre. Il voyait l'épouse, la directrice, mais ils avaient oublié l'architecte. Celle qui avait dessiné les plans de cet empire à partir de rien, celle qui connaissait chaque recoin, chaque faille, chaque secret potentiel. Leur mépris pour ma véritable nature était désormais mon arme la plus puissante. Ma prétendue ignorance allait devenir mon camouflage, ma vulnérabilité feinte serait mon bouclier. La douleur ne était pas évanouie. Elle était simplement transformée, passant d'une chaleur destructrice à un carburant glacial, d'une pureté terrifiante, qui alimentait désormais chaque fibre de mon être. Chaque pas pour retourner dans notre chambre était une affirmation de mon nouveau dessein. Je me suis dirigée vers le coffre-fort mural, dissimulé derrière un tableau de vignoble. Le code était le même que celui qui avait ouvert l'abîme,
la date de naissance de notre enfant perdu. L'ironie était si cruelle qu'elle en devenait presque poétique. En y déposant la clé USB, je n'enterrais pas une preuve de ma douleur, mais je mettais sous scellé l'acte de fondation de ma vengeance. J'ai refermé la lourde porte en acier, un son mat et définitif qui résonnait comme la fermeture d'un tombeau sur la femme que j'avais été. Puis, je suis retournée dans notre lit. Julien dormait paisiblement, le souffle régulier, un léger sourire aux lèvres. Il rêvait sans doute à ses victoires, à sa double vie si parfaitement menée. J'ai observé son visage pendant de longues minutes, non plus avec amour, mais avec la curiosité froide d'une scientifique étudiant un spécimen. Hélène était plus mon mari. Il était devenu mon projet. Le lendemain matin, le rideau s'est levé sur la plus grande performance de ma vie. Je me suis réveillée avant lui, comme toujours. Je me suis préparée, choisissant une tenue élégante, un maquillage discret, le masque de la normalité parfaite. Quand ses yeux se sont ouverts, je me suis penchée pour l'embrasser, un baiser sur la joue, juste assez long pour paraître sincère. « Bien dormi, mon amour ?» ai-je demandé, ma voix douce et dénuée de toute trace de la nuit blanche que je venais de passer. Il m'a souri, ce sourire charmeur qui avait trompé le monde entier, et moi la première. « Merveilleusement bien », a-t-il répondu. Alors que nous descendions pour le petit déjeuner, j'ai posé la question. Le ton léger et plein d'un intérêt affectueux. « Alors, raconte-moi ce voyage à Shanghai. As-tu réussi à les convaincre ?» Il a vu sa femme aimante, curieuse de ses succès. Il n'a pas vu la prédatrice qui venait de commencer à tisser sa toile, savourant déjà le moment où sa proie réaliserait, bien trop tard, qu'elle était prise au piège. Ma première salve ne serait pas un cri, mais un murmure dans une salle de conseil. J'ai convoqué une réunion extraordinaire. Devant Julien et Olivier, j'ai exposé mon projet, une acquisition potentielle dans la Napa Valley, un rêve que nous avions souvent évoqué. Pour cela, ai-je expliqué d'une voix posée, nous avions besoin d'une diligence raisonnable complète, menée par une firme externe, afin d'évaluer notre propre structure financière et de nous assurer que nous étions prêts pour une telle expansion. C était le cheval de Troie parfait, une manœuvre si plausible qu'elle était irréprochable. J'ai regardé le visage de Julien s'illuminer. L'idée de conquérir l'Amérique, d'ajouter un autre joyau à sa couronne, a instantanément aveuglé son jugement. Il a applaudi l'initiative, la qualifiant de visionnaire. Olivier, plus prudent, a froncé les sourcils une fraction de seconde, mais face à l'enthousiasme de son complice, il n'a pu qu'acquiescer. Ils venaient d'approuver leur propre autopsie. Le choix de la firme d'audit n'a pas été laissé au hasard. J'ai sélectionné un cabinet parisien réputé pour sa discrétion et sa ténacité, des loups en costume sur mesure spécialisés en jury comptabilité. Je les ai rencontrés seuls, sous le prétexte de préserver la confidentialité de la négociation en Californie. Mon briefing fut précis. Officiellement, ils cherchaient des optimisations fiscales et des synergies. Officieusement, je leur ai donné une seule directive: suivre chaque euro qui avait transité par des filiales ou des consultants externes au cours des 10 dernières années, en particulier ceux liés au Luxembourg et à la Suisse. Je n'ai pas mentionné mes soupçons, je n'ai pas parlé de trahison. Je leur ai simplement présenté cela comme une prudence extrême de ma part, la diligence d'une directrice générale qui ne laisse rien au hasard. Leur chef d'équipe, un homme au regard aussi affûté qu'un scalpel, a hoché la tête. Il comprenait parfaitement le langage non dit des chiffres. La chasse était ouverte. Pendant que les auditeurs commençaient à éplucher nos livres de comptes, j'ai activé mon deuxième front, l'intelligence humaine. Léa, ma jeune assistante de direction, était plus qu'une simple employée. Je l'avais repérée il y a des années, une prodige de l'informatique avec une loyauté farouche. Je l'ai convoquée dans mon bureau, la porte fermée. Je ne lui ai pas révélé la trahison de Julien, car la charger d'un tel fardeau aurait été cruel et imprudent. À la place, je lui ai tissé une histoire sur mesure, celle d'une concurrence agressive et de possibles fuites d'informations. Je lui ai demandé de mener une veille concurrentielle discrète sur une liste de sociétés écrans que les auditeurs commençaient à peine à identifier, en les présentant comme des concurrents potentiels émergents. Ses yeux se sont illuminés, flattés par la confiance que je lui accordais. Elle est devenue, sans le savoir, mes yeux et mes oreilles dans le monde numérique où il pensait être invisible. Ma stratégie ne pouvait être uniquement défensive.
Elle devait être offensive, insidieuse. J'ai commencé à jouer avec leurs esprits, à instiller le doute là où régnait une confiance aveugle. Lors d'un dîner, j'ai mentionné à Julien, d'un ton faussement préoccupé, qu'Olivier me semblait fatigué ces derniers temps. J'ai remarqué quelques petites erreurs dans ses derniers rapports, des broutilles, bien sûr, mais ce n'est pas son genre. J'espère qu'il ne subit pas trop de pression. Ai-je glissé entre la poire et le fromage? J'ai vu le calcul dans le regard de Julien. Il ne s'inquiétait pas pour son ami, mais pour la solidité de leur plan. La première fissure venait d'apparaître dans leur alliance. Le lendemain, j'ai fait l'inverse, félicitant chaleureusement Olivier devant plusieurs membres du personnel pour sa loyauté et sa rigueur sans faille. Je pouvais sentir la tension monter entre eux, un courant électrique de méfiance que j'alimentais avec soin. Les premiers rapports des auditeurs sont arrivés une semaine plus tard, dans une enveloppe scellée que j'ai ouverte avec des mains parfaitement stables. À l'intérieur, des diagrammes, des flux, des flèches reliant les comptes du Château Beaumont à une nébuleuse de sociétés basée au Luxembourg. Les noms étaient anonymes, mais les montants, eux, criaient la trahison. Des millions d'euros, siphonnés au fil des ans sous des libellés vagues. Frais de consultation, études de marché international, commission exceptionnelle. C était la structure de la cuvée fictive. Un vin qui n'existait pas, mais dont les bénéfices étaient des biens réels. Je n'ai ressenti ni choc, ni tristesse. Juste une confirmation glaciale. Chaque ligne de ce rapport était une brique supplémentaire pour le mausolée que je leur construisais. La douleur avait laissé place à une concentration absolue, la précision chirurgicale de celle qui s'apprête à exciser une tumeur. Pendant ce temps, Léa faisait des merveilles. Armée des noms des sociétés écrans, elle a plongé dans les profondeurs du web. Elle a découvert des registres publics, des liens numériques que les avocats de Julien et Olivier pensaient avoir effacés. Un soir, elle m'a envoyé un email crypté avec une seule pièce jointe. C était l'acte de propriété d'une magnifique villa sur les bords du lac Léman, près de Genève. Le nom du propriétaire N n'était pas celui de Julien, mais celui d'une certaine Chloé Garnier. Une recherche rapide a révélé son profil. Consultante en gestion de patrimoine, le genre de femme que l'on rencontre dans les forums d'affaires internationaux. Le puzzle prenait forme. La maîtresse N n'était pas seulement une distraction amoureuse. Elle était une partenaire financière, la gardienne de leur butin. Ils n'avaient pas seulement construit une autre famille. Ils avaient bâti une autre forteresse avec mes propres pierres. La pression commençait à se faire sentir dans leurs rangs. Je les observais lors des réunions. Julien, d'habitude si détendu et charmeur, était tendu. Il jetait des regards furtifs à Olivier, qui, de son côté, transpirait légèrement chaque fois que le mot « audit » était prononcé. Ils ont tenu une réunion à huis clos dans le bureau de Julien. Grâce à un micro discret que Léa avait installé, sous prétexte de tester de nouveaux systèmes de sécurité, j'ai pu entendre leur conversation paniquée. Ils ne me soupçonnaient pas. Leur arrogance les en empêchait. Pour eux, C était une malchance incroyable, une coïncidence malheureuse. Ils blâmaient les auditeurs, les qualifiant de zélés, de fouineurs. Ils cherchaient une explication externe à un problème qui venait de l'intérieur même de leur forteresse. Ils étaient comme des rats dans une cage, sentant le danger sans voir la main qui resserrait les barreaux. J'ai décidé qu'il était temps de secouer la cage. Les auditeurs avaient identifié un virement important programmé pour la fin du mois, destiné à l'une de leurs principales sociétés écrans au Luxembourg. C était probablement un paiement crucial pour leur projet final. En utilisant mon autorité de directrice générale, j'ai convoqué Olivier. D'un air parfaitement serein, je lui ai expliqué qu'au vu des premières recommandations de l'audit pour renforcer nos procédures de conformité, je mettais en place une nouvelle politique. Tout virement international supérieur à un certain montant nécessiterait désormais une double signature, la mienne et la sienne, ainsi qu'une documentation justificative exhaustive. J'ai présenté cela comme une mesure de bonne gouvernance, une façon de nous protéger. Son visage est devenu livide. Je venais de couper l'une de leurs artères financières principales, et je l'avais fait avec un sourire bienveillant. Leur panique est devenue palpable. Julien m'a abordé ce soir-là, essayant de paraître décontracté. Il a tenté de me convaincre que cette nouvelle procédure était bureaucratique et qu'elle allait ralentir nos opérations. Il a plaidé pour la confiance et la flexibilité.
J'ai écouté patiemment, hochant la tête avec une expression de compréhension sincère. Puis, je lui ai répondu d'une voix douce, « Mon amour, c'est justement parce que j'ai une confiance absolue en notre équipe, et surtout en Olivier, que je veux que tout soit irréprochable. C'est pour protéger notre héritage, notre nom. Tu ne voudrais pas que l'on nous accuse de laxisme, n'est-ce pas? » J'utilisais leurs propres mots, confiance, héritage, comme des armes contre eux. Il ne pouvait rien rétorquer sans se trahir. Il était piégé par l'image même qu'il avait passé des années à construire. Chaque mot que je prononçais était un pas de plus sur son échiquier, le rapprochant du mat. Le conflit entre eux a éclaté. Léa m'a rapporté une dispute violente entre Julien et Olivier dans le parking. Les mots étaient étouffés, mais la fureur était évidente. Olivier accusait Julien de l'avoir exposé avec son projet d'acquisition idiot, tandis que Julien reprochait à Olivier son incapacité à dissimuler leurs traces plus efficacement. La paranoïa que j'avais semée avait germé et portait ses fruits empoisonnés. Ils commençaient à se voir non plus comme des alliés, mais comme des menaces mutuelles. L'un pouvait faire tomber l'autre. Était exactement ce que je voulais. Une armée unie est redoutable, mais une armée divisée par la méfiance se détruit de l'intérieur. Je n'avais même plus besoin de pousser très fort. Ils faisaient le travail eux-mêmes, sapant les fondations de leur propre conspiration par peur et par égoïsme. Étape suivante de mon plan consistait à isoler la complice, Chloé. Grâce aux informations de Léa, j'avais désormais son numéro de téléphone personnel, son adresse, le nom de l'école de son fils, Mathieu. J'ai engagé, via un intermédiaire, un détective privé à Genève. Sa mission n'était pas de découvrir des informations, je les avais déjà, mais de se faire voir. Il devait simplement être présent, une silhouette discrète mais visible près de son domicile, de son bureau. Une voiture inconnue qui la suit sur quelques centaines de mètres avant de disparaître. Assez pour qu'elle se sente observée, assez pour qu'elle se demande si Julien avait perdu le contrôle, assez pour qu'elle commence à avoir peur. Je voulais qu'elle se sente vulnérable, qu'elle comprenne que le sanctuaire qu'ils avaient bâti loin de Moine était plus impénétrable. Une alliée effrayée est une alliée peu fiable. Pendant ce temps, je continuais à jouer mon rôle à la perfection au château. J'organisais des dégustations, je rencontrais des distributeurs, je planifiais les moindres détails du prochain gala annuel du domaine, un événement qui était le sommet de notre calendrier social. Je parlais avec enthousiasme du discours que Julien allait prononcer, de la célébration de nos 30 années de succès commun. Mon calme était mon arme la plus redoutable. Il me voyait affairé, concentré sur des futilités, et l'épouse modèle s'occupant de l'intendance pendant que les hommes géraient de les vrais problèmes. Cette façade de normalité les a rendus encore plus aveugles. Ils étaient tellement occupés à chercher une menace extérieure qu'ils ne pouvaient pas imaginer que le danger dormait à côté d'eux chaque nuit, souriant dans son sommeil en rêvant à leur chute imminente. Le rapport final des auditeurs est arrivé. Était un document de plusieurs centaines de pages, une cartographie détaillée de leur trahison. Il y avait tout, les dates, les montants, les noms des sociétés écrans, les copies des virements frauduleux signés par Olivier sur ordre de Julien. Était plus qu'une preuve. Était un acte d'accusation. J'ai passé la nuit à l'étudier, non pas avec la rage de l'épouse bafouée, mais avec l'appétit du prédateur analysant les faiblesses de sa proie. Chaque transaction était un clou pour leur cercueil. J'ai scanné chaque page, créant une copie numérique que j'ai sécurisée sur plusieurs serveurs distants. Le dossier physique, je l'ai placé dans le même coffre-fort que la clé USB. La boucle était presque bouclée. J'avais l'arme, les munitions, et la cible était sur le point d'entrer de son plein gré dans mon champ de tir. La guerre silencieuse avait atteint son apogée. Je contrôlais le flux d'argent. J'avais brisé la confiance entre les conspirateurs, et j'avais instillé la peur chez leurs complices. Ils étaient désorientés, affaiblis, et commençaient à commettre des erreurs. Julien devenait de plus en plus irritable, Olivier de plus en plus négligent. Ils étaient tellement absorbés par l'extinction des incendies que je propageais qu'ils ne voyaient pas le brasier qui allait les consumer. Mon visage restait un masque de sérénité et d'amour. Je continuais à lui demander s'il allait bien, lui offrant une tisane le soir pour l'aider à gérer son stress. L'ironie dramatique de la situation était exquise. Il pensait que je prenais soin de lui, alors qu'en réalité, je ne faisais que le maintenir en bonne santé pour l'abattage.
Mon bureau était devenu mon quartier général. Sur un grand tableau blanc, dissimulé derrière une tapisserie, je n'avais pas de photos de famille, mais un organigramme de leur réseau criminel. Des lignes rouges reliaient Julien, Olivier et Chloé à des boîtes représentant leurs sociétés écrans et leurs comptes bancaires. Chaque preuve que je rassemblais était une épingle que j'ajoutais au tableau. Je contemplais mon œuvre, non pas comme un plan de vengeance, mais comme une œuvre d'art stratégique. C était la symphonie de leur destruction, et j'en étais le chef d'orchestre. Chaque mouvement avait été calculé, chaque note jouée avec une précision glaciale. Le crescendo approchait, et il aurait lieu sous les lumières éblouissantes du gala. Ils pensaient que ce serait leur plus grande célébration. Ils n'avaient aucune idée que j'avais transformé la scène de leur triomphe en leur échafaud. Le rapport des auditeurs N était que le début de ma descente dans leur abîme. Une annexe, marquée comme « spéculative », a attiré mon attention. Elle détaillait un scénario catastrophe, une hypothèse que l'auditeur en chef avait jugée trop audacieuse pour le rapport principal. Il y décrivait comment une entreprise, avec notre structure, pourrait exploiter une clause de force majeure pour orchestrer une faillite frauduleuse. Il a utilisé l'exemple d'une maladie soudaine et dévastatrice de la vigne, comme le mildiou. Il expliquait comment cela permettrait de toucher une assurance colossale tout en rachetant les actifs du domaine pour une bouchée de pain via une société écran. Ce N n'était pas une spéculation. C était leur plan. Je venais de lire le script de ma propre destruction, et la première se tiendrait dans 30 jours, le soir du gala annuel. La nature du jeu venait de changer radicalement. Ce N était plus une question de vengeance pour une trahison passée, mais une course contre la montre pour empêcher un anéantissement futur. Mon héritage, 30 années de travail acharné, la sueur de mon père avant moi, tout cela risquait d'être effacé par une signature sur un contrat d'assurance et un rapport de sinistre falsifié. La douleur de l'épouse bafouée s'est évaporée, remplacée par la fureur glaciale de la reine dont on essaie d'usurper le trône. Il ne voulait pas seulement me voler, il voulait m'effacer de l'histoire du château Beaumont, me réduire à une note de bas de page dans le récit de leur triomphe. La survie était devenue mon unique objectif. Chaque minute comptait, et ma marge d'erreur venait de tomber à zéro. Leur audace était à la fois terrifiante et insultante. Utiliser le mildiou, ce fléau ancestral que tout vigneron redoute plus que tout, comme une arme contre moi. C était une profanation de notre terre, de notre art. Olivier, lors de la réunion de direction suivante, a joué son rôle à la perfection. Il a présenté un rapport préliminaire et alarmant sur quelques parcelles isolées, montrant des photos de feuilles jaunies avec une mine grave. « Je ne veux alarmer personne, Hélène », a-t-il dit. Son regard faussement compatissant posé sur moi. « Mais nous devons être vigilants. » Julien a acquiescé, le visage empreint d'une solennelle inquiétude, jouant le capitaine courageux face à la tempête. Je les ai écoutés, hochant la tête, exprimant ma propre, profonde préoccupation, tout en sentant le poison de leurs mensonges se répandre dans la pièce. Cette nuit-là, j'ai agi. J'ai contacté en secret Bernard, un vieil ami de mon père, le plus grand expert en viticulture de la région, un homme dont les mains pouvaient lire une vigne comme un livre. Je lui ai expliqué qu'un concurrent cherchait à nous nuire et lui ai demandé une expertise discrète. Sous le couvert de l'obscurité, nous avons parcouru les parcelles incriminées. Bernard n'a pas mis longtemps. Il a froissé une feuille entre ses doigts, l'a sentie, a gratté l'écorce d'un cep. « Ce n'est pas le mildiou, Hélène », a-t-il murmuré, sa voix dure comme la pierre. « C'est chimique ? Quelqu'un a pulvérisé un défoliant à action lente, une saloperie conçue pour imiter les symptômes. C'est un sabotage, méticuleux et professionnel. La confirmation n'a pas apporté de soulagement, seulement le poids d'une certitude mortelle. Ils étaient prêts à mutiler notre terre pour parvenir à leur fin. Leur plan de sabotage a révélé une nouvelle strate de leur scélératesse, mais il a aussi créé une faille. Pour acheter les produits chimiques, pour payer la main-d'œuvre qui les a répandus, ils avaient besoin de fonds discrets, de liquidités que mes blocages financiers rendaient difficiles d'accès. Leur frustration a commencé à transparaître. Julien est devenu plus court, plus irritable. Le masque du mari aimant se fissurait, laissant entrevoir le conspirateur aux abois. Un soir, il m'a confronté dans mon bureau, son ton mielleux cachant mal une lame d'acier. « Hélène,
Cette histoire d'audit ne traîne-t-elle pas un peu en longueur? Les banquiers deviennent nerveux. Tu devrais peut-être dire à tes limiers de se calmer. Ce N n'était pas une suggestion. C était un ordre déguisé, le premier signe qu'il commençait à me voir non plus comme une dupe, mais comme un obstacle. L'escalade a franchi un nouveau seuil quelques jours plus tard. Alors que je quittais le domaine tard dans la soirée, les freins de ma voiture ont répondu avec une mollesse terrifiante. J'ai réussi à m'arrêter sur le bas-côté, le cœur battant à tout rompre, à quelques mètres seulement d'un vieux chêne qui borde la route. Le mécanicien que j'ai appelé le lendemain a été catégorique. Le liquide de frein avait été délibérément purgé. Une fuite lente, conçue pour ne devenir critique qu'après un certain temps de conduite. Ce N était plus un avertissement. C était une tentative de me faire taire. De façon permanente. La peur, froide et viscérale, m'a envahi pour la première fois. Ils ne jouèrent plus seulement pour gagner de l'argent. Ils jouaient pour éliminer la seule personne qui pouvait les arrêter. Cette tentative a été leur plus grande erreur. La peur ne m'a pas paralysée, elle m'a purifiée. Toute hésitation, toute trace de l'ancienne Hélène qui aurait pu espérer une autre solution, a été brûlée par la montée d'adrénaline. J'ai compris que je n'étais pas engagée dans une partie de échecs, mais dans une guerre de tranchées. J'ai engagé une société de sécurité privée, d'anciens militaires discrets qui ont commencé à surveiller le château et mes déplacements 24 heures sur 24. J'ai également confié à Léa une mission plus critique. Je lui ai avoué que je craignais un sabotage industriel et que ma sécurité était menacée. Sans lui donner tous les détails, je lui ai donné l'autorité de mettre en place une surveillance numérique complète de toutes les communications internes. Elle a accepté, ses yeux brillants d'une loyauté féroce. Mon armée se mettait en place. Leur nervosité les a rendus imprudents. Le détective à Genève a rapporté que Chloé devenait paranoïaque, changeant constamment ses routines. Un soir, Léa m'a alertée. Un appel de plusieurs minutes avait eu lieu entre un téléphone prépayé acheté à Bordeaux et le numéro personnel de Chloé. L'appel avait été passé depuis une antenne relais située à moins d'1 kilomètre du château. C était Julien. Il tentait de rassurer sa complice, mais la conversation, même si nous ne pouvions l'entendre, était une preuve de leur lien et de leur panique commune. Chaque action désespérée qu'ils prenaient pour consolider leur plan ne faisait que m'apporter de nouvelles munitions. Ils pensaient boucher les fuites de leur navire en perdition, mais en réalité, ils ne faisaient que percer de nouveaux trous dans la coque. Il y a eu une nuit où le poids de tout cela a menacé de m'écraser. Assise seule dans mon bureau, entourée de rapports financiers, de photos de vignes empoisonnées et de rapports de sécurité, j'ai failli céder. L'image de ma voiture fonçant vers cet arbre, le visage souriant de Julien se superposant à celui d'un assassin, la complexité de la bataille à venir, c'était trop. J'ai ouvert le coffre-fort, non pas pour regarder les preuves, mais simplement pour tenir la petite clé USB. Je l'ai tournée et retournée dans mes doigts, me souvenant de la femme naïve qu'il avait trouvée. Étais-je assez forte pour devenir la femme qu'il fallait pour finir cette guerre? Le doute était un poison lent. Puis mon regard s'est posé sur le tableau derrière lequel se cachait le coffre. Un portrait de mon père, debout dans ces mêmes vignes. Sa fierté, son héritage. Ce N n'était pas que ma bataille. C était aussi la sienne. La faiblesse s'est retirée, laissant place à une détermination de fer. Je devais reprendre l'initiative. Il ne suffisait plus de réagir. Je devais les forcer à commettre l'erreur finale. J'ai conçu un piège. J'ai convoqué Olivier dans mon bureau, adoptant une attitude fatiguée et conciliante. « Olivier, vous aviez raison, » lui ai-je dit, en soupirant. « Cet audit est une distraction. Julien est stressé, je suis stressée. Mettons fin à cela. » J'ai proposé de lever le blocage sur un compte de développement international spécifique, une ligne de crédit qu'ils convoitaient pour financer les dernières étapes de leur plan. Considérez cela comme un signe de ma confiance renouvelée, ai-je ajouté, lui offrant un sourire que j'espérais paraître sincère. Il a mordu à l'hameçon, son soulagement était presque comique. Il voyait la faible femme, l'épouse influençable, et non la pêcheuse qui venait de ferrer son poisson. L'appât a fonctionné plus vite que je ne l'aurais imaginé. Moins de 24 heures plus tard, Léa m'a envoyé une notification. Une somme importante avait été virée du compte que j'avais débloqué. La destination N n'était pas une banque luxembourgeoise, mais un fournisseur agricole local peu connu.
Une recherche rapide a révélé que cette entreprise était spécialisée dans la vente de produits phytosanitaires à usage restreint. Et, plus important encore, son propriétaire était le cousin germain d'Olivier. Le lien était fait. L'argent de la fraude financière était maintenant directement connecté au sabotage physique de notre domaine. C était la pièce maîtresse du puzzle. La preuve irréfutable qui reliait leur crime en col blanc à un acte de destruction tangible. Ils venaient de signer leurs aveux avec un ordre de virement. Avec cette preuve en main, il était temps de m'occuper du troisième membre de leur conspiration. Il était temps de parler à Chloé. Je ne pouvais pas l'approcher en tant qu'Hélène Beaumont. J'ai donc créé un personnage, Madame Dubois, une enquêtrice privée froide et efficace. J'ai utilisé un téléphone crypté et un modificateur de voix. Mon premier appel fut bref. Je lui ai dit que J était engagé par un consortium d'investisseurs suisses pour enquêter sur les activités de Julien Fournier et que son nom apparaissait de manière proéminente. J'ai laissé planer la menace, lui disant que les autorités fiscales suisses et françaises étaient sur le point de geler tous ses avoirs. J'ai senti sa panique à travers le silence au bout du fil, avant de raccrocher brusquement, la laissant mariner dans sa peur. Le lendemain, j'ai rappelé. Cette fois, j'ai changé de tactique, me présentant comme une consultante en gestion de crise, engagée par Julien lui-même. Julien est inquiet, ai-je dit d'une voix calme et professionnelle. Il pense qu'Olivier va craquer et tout lui mettre sur le dos, et vous impliquer pour se sauver. J'ai tissé une toile de mensonges, lui présentant des bas à preuve, fabriqués suggérant que Julien se préparait à la trahir, à la présenter comme le cerveau de l'opération, la manipulatrice qui l'avait séduit et entraîné dans cette fraude. Je jouais sur sa plus grande faiblesse, son absence de véritable pouvoir dans leur relation. Elle n'était pas sa partenaire. Elle était un instrument qu'il pouvait sacrifier. Et au fond d'elle, elle le savait. Chloé était prise au piège entre la peur des autorités que j'avais moi-même créées et la peur d'être trahie par l'homme pour qui elle avait tout risqué. C'est là que j'ai porté le coup de grâce. Il y a une solution pour vous protéger, ai-je murmuré. Une seule. Vous devez me raconter toute l'histoire, votre version. Enregistrez-la. Créez votre propre assurance vie. Si Julien vous trahit, ce document prouvera que vous n'étiez qu'un pion. Je lui ai offert une illusion de contrôle, une bouée de sauvetage empoisonnée. Terrifiée et isolée, elle a accepté. L'après-midi même, elle m'a envoyé un fichier audio crypté. C était une confession complète, détaillée, de 20 ans de mensonges, de la création de la SQV fictive, au plan de faillite frauduleuse. Elle y décrivait le rôle de Julien comme le maître d'œuvre, celui d'Olivier comme l'exécutant. C était la bombe qui allait tout faire exploser. Pendant que je démantelais leur alliance de l'intérieur, je devais maintenir une façade de normalité absolue au château. Les préparatifs du gala annuel battaient leur plein, et je m'y suis plongée avec une énergie qui a trompé tout le monde. Je passais des heures avec le traiteur. Je débattais des arrangements floraux. J'examinais la liste des invités avec une attention méticuleuse. Julien et Olivier me voyaient comme la parfaite maîtresse de maison, occupée par des futilités, complètement inconsciente de la tempête qui se préparait. Mon obsession pour les détails du gala est devenue mon meilleur camouflage. Ils voyaient une femme planifiant une fête. Ils ne voyaient pas une générale préparant son champ de bataille. Chaque choix de nappe, chaque plan de table était un acte de guerre psychologique, un moyen de me rapprocher d'eux tout en restant invisible. Léa, de son côté, était devenue une véritable espionne. Elle a compilé toutes les preuves dans un dossier numérique unique, une présentation multimédia dévastatrice. Le flux de l'argent détourné, les actes de propriété au nom de Chloé, les factures du fournisseur de produits chimiques, les rapports d'expertise de Bernard sur le sabotage, et enfin, la confession audio de Chloé, transcrite et sous-titrée. Tout était synchronisé, prêt à être projeté sur les écrans géants du gala. Nous avons mis en place un système de contrôle à distance sécurisé. Le soir de l'événement, Léa ne serait pas sur place. Elle serait à des kilomètres de là, dans un lieu sûr, prête à appuyer sur un seul bouton pour déclencher l'apocalypse. La technologie, qu'ils pensaient utiliser pour cacher leurs crimes, allait devenir l'instrument de leur humiliation publique. Le jour précédant le gala, une atmosphère étrange s'est installée sur le domaine. C était le calme avant la tempête. Julien et Olivier étaient visiblement soulagés. Ils avaient réussi à déposer leur demande de mise en faillite, citant le mildiou dévastateur comme cause.
Ils avaient reçu la confirmation que la compagnie d'assurance avait dépêché un expert pour le lendemain du gala. Pour eux, la victoire était à portée de main. Ils me regardaient avec une sorte de pitié condescendante. La pauvre Hélène, qui allait tout perdre, mais qui continuait de s'agiter pour sa petite fête. Cette pitié dans leurs yeux était le plus doux des présages. L'arrogance précède toujours la chute, et la leur était si immense qu'elle projetait déjà une ombre sur le sol. Ce soir-là, Julien est entré dans notre chambre alors que je finissais de me préparer pour le dîner. Il m'a prise dans ses bras par derrière, posant son menton sur mon épaule. « Tu sais, Hélène, a-t-il dit d'une voix douce, presque mélancolique, quoi qu'il arrive, je veux que tu saches que ces 30 années ont été les plus belles de ma vie. Nous avons construit quelque chose d'incroyable. » L'hypocrisie était si profonde, si totale, qu'elle en était presque une œuvre d'art. Je me suis retournée pour lui faire face. J'ai posé ma main sur sa joue et j'ai plongé mon regard dans le sien. « Moi aussi, mon amour, ai-je répondu, ma voix parfaitement stable. Et demain soir, nous allons célébrer cet héritage comme il se doit. » Il a souri, satisfait. Il n'a pas vu dans mes yeux le reflet de sa propre faim. Le matin du gala, je me suis levée avant l'aube. J'ai marché seule à travers les rangs de vignes, celles qui avaient été empoisonnées et celles qui étaient encore saines. L'air était frais, porteur de l'odeur de la terre et des promesses de la récolte. C'était pour cela que je me battais, pas seulement contre des hommes, mais pour quelque chose de plus grand, un héritage, une histoire, une âme. Je ne ressentais plus de haine, ni même de colère. Juste une clarté absolue, une résolution froide comme l'acier. J'y étais la gardienne de ce domaine, et j'allais le purger du mal qui le rongeait. Je suis rentrée au château au moment où le soleil se levait, projetant ses premiers rayons dorés sur les murs de pierre. C'était le jour du jugement. Les invités ont commencé à arriver, un flot de voitures de luxe déversant ailes élites du monde du vin, des journalistes, des financiers. La musique classique flottait dans l'air, mêlée au parfum des roses et au cliquetis des verres de champagne. J'ai accueilli chaque personne avec un sourire chaleureux, jouant mon rôle d'hôtesse parfaite. J'ai vu Olivier, transpirant dans son smoking, évitant mon regard. J'ai vu Julien, rayonnant, serrant des mains, acceptant les félicitations anticipées pour le prix du « vigneron de l'année » qu'il devait recevoir. Il était au sommet de son monde, le roi dans son château. Il se délectait de l'admiration de la foule, ignorant que chaque invité était un témoin que j'avais personnellement convié à son procès. J'ai trouvé ma place à la table d'honneur, à côté de Julien. Il m'a pris la main, la serrant avec une fausse tendresse. « Tu es magnifique ce soir, Hélène », a-t-il murmuré. « La plus belle reine pour mon château. » J'ai simplement souri en retour. La cérémonie a commencé. Les discours se sont succédés. Mon cœur ne battait pas plus vite. Mon souffle était régulier. J était le centre calme du cyclone que j'allais déchaîner. Le maître de cérémonie a appelé Julien sur scène pour recevoir son prix. La salle a éclaté en applaudissements. Il s'est levé, m'a adressé un baiser sur la joue et s'est dirigé vers la scène, baigné par la lumière des projecteurs. Il a pris le trophée, l'a brandi, savourant son moment. Il s'est approché du micro, son visage projeté en gros plan sur les écrans géants de chaque côté de la scène. « Mes amis, ma famille », a-t-il commencé, sa voix emplie d'une fausse émotion. Rien de tout cela n'aurait été possible sans la confiance, la loyauté et surtout l'amour de ma merveilleuse épouse, Hélène. Il a levé son verre dans ma direction. La foule a applaudi de plus belle. J'ai levé mon propre verre, un léger sourire aux lèvres. Dans ma poche, mon téléphone a vibré une seule fois. C'était le signal de Léa. Le spectacle pouvait commencer. Alors que Julien s'apprêtait à poursuivre son discours, les images sur les écrans géants ont changé. Son visage souriant a été remplacé par un organigramme simple et élégant. En haut, le logo du Château Beaumont. En bas, une série de logos de sociétés écrans luxembourgeoises. Des flèches rouges et épaisses montraient des millions d'euros écoulant des uns aux autres. Le murmure dans la salle a commencé comme une brise légère. Julien s'est retourné, perplexe, regardant l'écran. Son sourire a commencé à vaciller. Le diagramme s'est effacé, remplacé par une copie numérisée d'un ordre de virement. Le bénéficiaire était le fournisseur de produits chimiques, le cousin d'Olivier. La signature au bas de l'ordre était claire, nette, indiscutable,
Olivier Durand. Dans la salle, j'ai vu Olivier devenir blanc comme un linge, son verre de vin lui glissant des doigts pour s'écraser sur le sol. Le murmure s'est transformé en un grondement confus. La panique commençait à poindre dans les yeux de Julien. Puis, l'écran a montré une photo de la villa sur le lac Léman. Luxueuse, isolée, magnifique. À côté, l'acte de propriété au nom de Chloé Garnier. Le silence est tombé sur la salle. Un silence lourd, épais, absolu. Chaque regard était maintenant fixé sur les écrans, puis sur Julien, piégé sur scène, la lumière des projecteurs se transformant en un interrogatoire brutal. Il a ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais aucun son n'est sorti. L'image suivante était une photo de Chloé, souriante, avec à ses côtés un adolescent qui était le portrait craché de Julien. Et puis, le son, la voix de Chloé, claire et nette, sortant des haut-parleurs, racontant tout, la confession. Chaque mot était un coup de marteau, détruisant la façade de Julien, révélant le monstre derrière le masque. C était son idée, disait la voix. Le plan de la cuvée fictive, la faillite, tout venait de lui. Dans la salle, le silence a été rompu par un cri. Olivier, debout, le visage déformé par la rage et la peur, a pointé un doigt tremblant vers la scène. Menteur, c'est un menteur. Il m'a forcé à tout faire. J'ai les preuves, j'ai les emails. Julien, sur scène, s'est retourné vers lui, son visage passant de la confusion à une fureur pure. Espèce d'imbécile incompétent, tu allais tout faire rater. L'implosion était totale, publique, spectaculaire. Les deux complices, les deux meilleurs amis, se déchiraient en direct, s'accusant mutuellement, confirmant leur culpabilité devant des centaines de témoins. Alors qu'ils échangeaient des accusations, les portes du fond de la salle se sont ouvertes. 2 gendarmes en uniforme sont entrés, suivis de mon avocat. Ils ont traversé la salle silencieuse, leurs pas résonnant sur le marbre. Ils ne m'ont pas regardé. Leurs yeux étaient fixés sur la scène et sur la table où se tenait Olivier. Le piège n'était pas seulement refermé. Ses mâchoires d'acier venaient de broyer ses proies. J'ai observé la scène, immobile, une coupe de champagne à la main. Je n'ai pas ressenti de joie, ni de triomphe, juste le calme profond et satisfaisant d'un travail bien fait. J'ai regardé Julien, menotté sur la scène de son plus grand triomphe, son visage un masque de choc et d'humiliation. Nos regards se sont croisés une dernière fois. Dans ses yeux, j'ai vu la réalisation. Il a enfin compris. Il n'avait pas été victime d'un audit malchanceux ou d'un ami traître. Il avait été méthodiquement, patiemment et brillamment démantelé par la femme qu'il avait sous-estimée pendant 30 ans. Pendant que les gendarmes emmenaient Julien et Olivier, je me suis levée. J'ai pris le micro laissé vacant sur le pupitre. La salle était silencieuse. Tous les yeux tournés vers moi. « Mesdames et messieurs » ai-je commencé, ma voix claire et forte. Il semble que nous ayons un poste de PDG et de directeur financier à pourvoir. Le gala est terminé, mais pour le Château Beaumont, un nouveau chapitre ne fait que commencer. Merci de votre présence. J'ai posé le micro et j'ai quitté la scène, laissant derrière moi les ruines de leur empire et les fondations du mien. ¿Te está gustando esta historia? Déjà un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. Les semaines qui ont suivi ont été un tourbillon d'activités juridiques et de restructuration. Avec les preuves accablantes présentées au gala, complétées par les emails qu'Olivier a fournis dans une tentative désespérée de réduire sa peine, le procès a été rapide. Julien et lui ont été reconnus coupables de fraude, de détournement de fonds, de sabotage et de tentative d'escroquerie à l'assurance. Chloé, en échange de sa coopération totale, a obtenu une peine avec sursis, mais a dû restituer chaque centime qu'elle avait reçu. Le système qu'ils avaient mis 20 ans à construire s'est effondré en moins de 2 mois. Mon rôle a changé. Je n'étais plus l'architecte silencieuse. Je suis devenue la commandante en chef. J'ai mené les négociations avec les banques, les assureurs, les distributeurs. J'ai utilisé les preuves de leur machination non seulement pour me défendre, mais pour attaquer. J'ai annulé les contrats qu'ils avaient signés, j'ai récupéré les actifs qu'ils avaient cachés, et j'ai renforcé la position du Château Beaumont d'une manière qu'il n'aura. Le soir du gala, le Château Beaumont scintillait sous un ciel d'encre, une splendeur hypocrite que je m'étais appliquée à orchestrer. J'accueillais nos invités, l'élite du monde du vin, avec un sourire qui n'atteignait jamais mes yeux, jouant mon rôle d'hôtesse à la perfection.
Julien était dans son élément, rayonnant, serrant des mains, baignant dans l'adulation. Il était le roi sur le point de recevoir sa couronne. Lorsqu'il est monté sur scène pour accepter son prix de vigneron de l'année, il a levé sa coupe vers moi. « À ma merveilleuse épouse, Hélène », a-t-il déclaré, sa voix emplie d'une fausse émotion. Sans sa confiance et son amour, rien de tout cela n'aurait été possible. La salle a applaudi. J'ai levé mon propre verre en retour, un léger sourire aux lèvres. Dans la poche de ma robe de soirée, mon téléphone a vibré une seule fois. Un signal discret de Léa. Le spectacle pouvait commencer. Alors que Julien s'apprêtait à poursuivre son discours lénifiant, les écrans géants derrière lui ont soudainement changé. Son visage souriant a été remplacé par un organigramme d'une simplicité brutale. En haut, le logo du Château Beaumont. En dessous, une constellation de sociétés écrans basées au Luxembourg et en Suisse. Des flèches rouges, épaisses comme des saignées, illustraient le flux de millions d'euros s'écoulant de nos comptes vers les leurs. Un murmure a parcouru la salle, une vague de confusion et d'incrédulité. J'ai vu Olivier, à sa table, devenir blanc comme un linge, son verre de vin lui glissant des doigts pour s'écraser sur le sol dans un bruit cristallin qui a semblé résonner dans tout le silence qui s'installait. Le premier coup venait de être porté, non avec un cri, mais avec la froide logique d'un diagramme. Le visage de Julien, projeté en gros plan, est passé de la surprise à une panique mal contenue. Il s'est retourné, fixant à l'écran comme s'il pouvait le faire disparaître par la seule force de sa volonté. Il a ouvert la bouche pour dire quelque chose, une excuse, un démenti, mais aucun son n'est sorti. Il était piégé, un acteur soudainement privé de son script sous les feux des projecteurs. Avant qu'il ne puisse retrouver ses esprits, l'image a de nouveau basculé. Ce N n'était plus un diagramme, mais le visage de Chloé Garnier, filmé en gros plan lors d'un appel vidéo. Elle semblait terrifiée, mais déterminée. La salle a retenu son souffle. Il ne comprenait pas encore qui elle était, mais il sentait que la véritable exécution allait commencer. Et puis, le son. La voix de Chloé, claire et nette, a empli le grand salon, sortant des haut-parleurs avec une précision chirurgicale. C était sa confession, enregistrée quelques jours plus tôt. Chaque mot était un coup de marteau, démolissant la façade de Julien, révélant le monstre derrière le masque. C était son idée, disait la voix, le plan de la cuvée fictive, la faillite frauduleuse. Tout venait de lui. Il m'a promis que nous construirions notre propre empire avec l'argent d'Hélène. Olivier s'occupait de la logistique financière, mais Julien était le cerveau, le maître des œuvres de tout. Le silence dans la salle était total, absolu. Chaque invité était devenu le juré d'un procès qui se déroulait en direct, et le verdict venait de tomber, irréfutable. Dans la salle, le silence a été brisé par un cri. Olivier, debout, le visage déformé par la rage et la peur, a pointé un doigt tremblant vers la scène. « Menteur, c'est un menteur. Il m'a forcé à tout faire. Il m'a menacé. J'ai les preuves. J'ai les emails. » Julien, sur scène, s'est retourné vers lui, sa propre panique se transformant en une fureur pure. « Espèce d'imbécile incompétent, tu allais tout faire rater avec ta négligence. C'est toi qui as tout signé. » L'implosion était totale, publique, spectaculaire. Les deux complices, les deux meilleurs amis, se déchiraient en direct, s'accusant mutuellement, confirmant leur culpabilité devant des centaines de témoins médusés, anéantissant leur propre conspiration dans un dernier acte de lâcheté et de trahison mutuelle. Alors qu'ils échangeaient des accusations de plus en plus hystériques, les grandes portes du fond du salon se sont ouvertes en silence. 2 gendarmes en uniforme sont entrés, suivis de mon avocat. Ils ont traversé la salle silencieuse, leurs pas réguliers résonnant sur le sol en marbre comme le battement d'une horloge inéluctable. Ils ne m'ont pas regardé. Leurs yeux étaient fixés sur la scène où Julien se tenait, figé, et sur la table où Olivier continuait de vociférer. Le piège ne S était pas seulement refermé. Ces mâchoires d'acier, que j'avais patiemment assemblées pièce par pièce, venaient de broyer ses proies. La justice N était plus une abstraction. Elle venait de franchir le seuil de notre maison. J'ai observé la scène, immobile, une coupe de champagne à la main. Je n'ai ressenti ni joie exubérante, ni triomphe sauvage.
juste le calme profond et la satisfaction pure d'un travail bien fait, d'une équation complexe enfin résolue. J'ai regardé Julien, menotté sur la scène même de sa plus grande gloire, son visage un masque de choc, d'humiliation et d'incompréhension totale. Nos regards se sont croisés une dernière fois à travers la salle. Dans ses yeux, j'ai vu la réalisation finale, la prise de conscience que ce N n'était pas la malchance, ni un ami traître, qu'il avait abattu. Il avait été méthodiquement, patiemment et brillamment démantelé par la femme qu'il avait sous-estimée pendant 30 ans. Il voyait enfin l'architecte, et non plus seulement elle épouse. Pendant que les gendarmes emmenaient Julien et Olivier, qui avaient cessé de crier pour sombrer dans un silence de défaite, je me suis levée, j'ai marché calmement jusqu'au pupitre et j'ai pris le micro laissé vacant. La salle était silencieuse. Tous les yeux tournés vers moi, attendant une explication, des larmes, un effondrement. Je ne leur ai rien donné de tout cela. « Mesdames et messieurs », ai-je commencé, ma voix claire et forte, sans la moindre trace de tremblement. Il semble que nous ayons un poste de président-directeur général et de directeur financier à pourvoir. Le gala est terminé. Mais pour le château Beaumont, un nouveau chapitre ne fait que commencer. Merci de votre présence. Ouais, j'ai posé le micro et j'ai quitté la scène, laissant derrière moi les ruines de leur empire et les fondations inébranlables du mien. Les semaines qui ont suivi le gala furent un tourbillon de procédures judiciaires et de restructuration d'entreprises. Une tempête que j'ai naviguée non pas comme une victime, mais comme la commandante d'un navire de guerre. Le procès de Julien et Olivier fut une simple formalité. Leur confession publique, enregistrée par des dizaines de téléphones et corroborée par la confession de Chloé et les montagnes de preuves que j'avais accumulées, ne laissait aucune place au doute. Ils ont tenté de se rejeter la faute l'un sur l'autre jusqu'au bout. Une pathétique performance de lâcheté qui n'a fait qu'accélérer leur condamnation. La justice, quand elle est armée d'une préparation aussi méticuleuse que la mienne, n'est pas aveugle. Elle est chirurgicale. Ils ont été condamnés à de lourdes peines de prison pour fraude, détournement de fonds, sabotage et tentative d'escroquerie. Leur monde s'est effondré, non pas avec un fracas, mais avec le son sec et définitif du marteau d'un juge. Chloé Garnier, la partenaire silencieuse de leur conspiration, a connu un sort différent, mais non moins dévastateur. En échange de sa coopération totale avec les autorités, elle a évité la prison, mais son univers a été réduit en cendres. Les autorités suisses, alertées par mes avocats, ont gelé tous ses avoirs. La villa au bord du lac, le portefeuille d'actions, la vie de luxe qu'elle avait bâtie avec mon argent, tout a été saisi. Elle a été laissée avec rien, si ce n'est la honte publique et la lourde tâche d'expliquer à son fils que toute leur existence était un mensonge financé par un crime. Je n'ai ressenti aucune pitié pour elle. Elle n'était pas une amante égarée. Elle était une complice avide, et elle a reçu la monnaie de sa pièce. L'oubli et l'insignifiance. La destruction de leur empire personnel fut totale et absolue. Chaque compte bancaire au Luxembourg, chaque société écran, chaque actif caché a été traqué et liquidé. Leur faillite n'était pas seulement financière, elle était existentielle. Le nom Fournier, que Julien avait tant voulu graver dans le marbre de l'histoire du vin, est devenu synonyme de honte et de trahison. Les journaux spécialisés, qu'il avait autrefois encensés, ont détaillé sa chute avec une précision cruelle. Olivier, l'homme de l'ombre, a été exposé comme un simple comptable véreux, un homme faible corrompu par la promesse d'un argent qu'il n'a jamais vraiment pu dépenser. Ils n'avaient pas seulement perdu leur liberté, ils avaient perdu leur nom, leur réputation, leur histoire. Ils avaient été effacés. Pendant que leur monde se dissolvait, je reconstruisais le mien. Le scandale aurait pu couler le château Beaumont. Au lieu de cela, j'en ai fait une opportunité. J'ai convoqué une conférence de presse, non pas pour me plaindre ou me poser en victime, mais pour annoncer une nouvelle ère de transparence et d'intégrité. J'ai exposé la fraude moi-même, contrôlant le récit du début à la fin. J'ai présenté la crise non pas comme une faiblesse, mais comme une purge nécessaire, l'excision d'une tumeur qui menaçait de tuer un corps sain. Les marchés, qui craignent l'incertitude mais respectent la force, ont été rassurés. Notre réputation, loin d'être ternie, en est sortie renforcée, purifiée par le feu. Je n'ai pas seulement sauvé le domaine, je l'ai reforgé à mon image. Forte des preuves de la fraude,
J'ai renégocié nos prêts bancaires à des conditions incroyablement favorables. J'ai utilisé les rapports d'audit pour identifier et éliminer toutes les failles de notre structure, la rendant plus solide et plus efficace que jamais. J'ai passé en revue chaque contrat, chaque partenariat, coupant les liens avec ceux qui avaient profité du laxisme de Julien et récompensant ceux qui étaient restés loyaux. Le château Beaumont-N était plus une entreprise à deux têtes. Il avait désormais un seul centre de commandement, un seul cerveau, une seule volonté, la mienne. En quelques mois, nous étions non seulement stables, mais plus rentables que jamais. La loyauté dans mon nouvel empire était la monnaie la plus précieuse, et je l'ai récompensée généreusement. Léa, ma brillante et fidèle assistante, a été la première à en bénéficier. Je l'ai nommée directrice des opérations, un poste nouvellement créé qui faisait d'elle mon bras droit officiel. Je lui ai donné non seulement le titre, mais aussi le pouvoir, les ressources et la confiance pour m'aider à diriger. Son intelligence et sa discrétion avaient été des armes cruciales dans ma guerre, et je lui ai montré que dans mon royaume, le mérite et la fidélité étaient les seuls chemins vers le sommet. Ensemble, nous avons formé une nouvelle direction, une alliance de femmes intelligentes et déterminées, prêtes à mener le domaine vers des sommets inégalés. Les premiers temps, le silence dans le grand château était assourdissant. L'absence de Julien, de ses pas dans le couloir, de sa voix dans le salon, laissait un vide immense. Mais ce vide, j'ai vite appris à l'apprécier. Ce N n'était pas le vide de la solitude, mais l'espace de la liberté. Je pouvais travailler jusqu'à tard dans mon bureau sans qu'on me demande quand j'allais me coucher. Je pouvais prendre des décisions stratégiques sans avoir à les justifier ou à les présenter comme une idée commune. Le château N était plus notre maison, un théâtre pour notre vie de couple. Il était devenu mon quartier général, mon sanctuaire, le reflet de ma propre force et de mon indépendance. Je me suis remise à marcher dans les vignes chaque matin, comme je le faisais avec mon père. Mais quelque chose avait changé. Avant, je voyais le fruit d'un travail commun, un héritage partagé. Maintenant, je voyais ce que j'avais sauvé, ce que j'avais défendu bec et ongle. Chaque cep, chaque grappe de raisin portait l'empreinte de ma victoire. La terre elle-même semblait me reconnaître comme sa seule et unique gardienne. J'ai senti mes racines s'enfoncer plus profondément dans ce sol, non plus comme la moitié d'un couple, mais comme une entité complète, une force de la nature indissociable de son domaine. Le nom de Beaumont-N était plus un nom de famille que je portais. C était mon identité. La femme trahie, celle qui avait pleuré dans le silence de son bureau en découvrant une clé USB, était morte le soir du gala. La reine était née de ses cendres. La douleur et la rage qui m'avaient servi de carburant s'étaient consumées, ne laissant derrière elle qu'une clarté de but et une détermination d'acier. Je ne me définissais plus par la trahison que j'avais subie, mais par la victoire que j'avais orchestrée. J'avais regardé dans l'abîme du mensonge et de la duplicité, et au lieu de m'y laisser tomber, j'y avais puisé la force de construire un trône. J'y étais devenue la femme que personne, et surtout pas Julien, n'avait jamais vue venir. Mon acte final ne fut pas un acte de vengeance, mais un acte de pouvoir absolu. Par l'intermédiaire de mes avocats suisses, j'ai créé un fonds fiduciaire anonyme. Sa seule mission, financer intégralement l'éducation de Mathieu, le fils de Julien et Chloé, de ses études secondaires jusqu'à l'université de son choix, où qu'elle soit dans le monde. Ce n'était pas un acte de pardon envers ses parents. C'était une déclaration que je contrôlais toutes les pièces de l'échiquier, même celles qui concernaient leur avenir. Je séparais le coupable de l'innocent, non pas par bonté de âme, mais parce que je le pouvais. Cet acte me plaçait au-dessus d'eux, sur un plan moral et stratégique qu'ils ne pourraient jamais atteindre. Ils avaient agi par cupidité, par ego, par faiblesse. J'agissais par principe. Le garçon n'avait pas à payer pour les péchés de son père. En assurant son avenir, je fermais le dernier chapitre de leur histoire, non pas en effaçant leur lignée, mais en la plaçant sous ma tutelle invisible. Était la démonstration ultime que leur héritage, même le plus personnel, était désormais soumis à ma volonté. Était une cage dorée, une dette silencieuse qu'ils ne pourraient jamais rembourser, et était bien plus cruel que n'importe quelle vengeance directe. Aujourd'hui, quand je me tiens sur la terrasse du château Beaumont et que je contemple les vignes qui s'étendent jusqu'à l'horizon, je ne vois plus le passé.
Je vois l'avenir. Un avenir que je façonnerai seul, selon mes propres règles. Le monde du vin parle de moi avec un mélange de respect et de crainte, la dame de fer de Bordeaux. Ils ont raison. Le fer est forgé dans le feu, et j'ai traversé les flammes les plus intenses pour en ressortir plus forte, plus pure. Le château Beaumont n'avait plus besoin d'un roi. La reine était enfin montée sur son trône, et son règne ne faisait que commencer.